Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM, vous qui nous écoutez sur la 95.5, le www.nanafm.tg, sur le bouquet Canal Plus numéro 575 et également sur la chaîne YouTube Nana FM officielle. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité d'écoute et bienvenue au second numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Mouvement ayant pris l'ampleur ces dernières années, la justice climatique naît d'initiatives de lutte contre le réchauffement climatique. Associations encore collectives de citoyens, ils sont de plus en plus nombreux à pointer du doigt l'inaction climatique de certains pays ou encore entreprises aux conséquences irréversibles. Derrière ce terme de justice climatique se cache l'idée d'une inégalité face au changement climatique à laquelle il faut remédier. Alors, doit-on voir dans la justice climatique le moyen de punir les pollueurs? C'est l'interrogation qui nous réunit ce matin. Et pour en parler, je reçois en studio M. Komi Konjo. Il est le directeur du Centre pour la justice environnementale au Togo. Directeur, bonjour. Bonjour, monsieur Norbert. Merci d'avoir accepté notre invitation de répondre aux questions de nos auditeurs. Merci aussi. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Je suis Norbert Douadi et Stan Teko assure la mise en onde. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM et bienvenue au second numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Alors, on parle aujourd'hui de justice et injustice climatique. D'abord, on va parler de justice climatique. Quand on parle du thème justice climatique, à quoi fait-on allusion? Alors, merci beaucoup, monsieur Norbert, pour cette opportunité. Bonjour à toutes et à tous, les auditeurs et les auditrices. La justice climatique fait donc ressortir la question de l'équité, la question des droits humains et la question de la responsabilité. Et donc la justice climatique est utilisée pour désigner la responsabilité historique illégale que les pays et les communautés portent entre eux pour ce qui concerne la crise climatique. Elle indique également que les pays, les industries, les affaires et les personnes qui sont devenues riches en émettant de grandes quantités de gaz à effet de serre ont la responsabilité d'aider ceux touchés par le changement climatique, notamment les pays du sud global, les communautés que le changement climatique impacte le plus et puis qui sont souvent ceux qui participent le moins à la crise climatique. Donc, cette question de responsabilité est très importante et aussi les questions des droits humains et l'équité doivent être prises en compte dans les processus de prise de décision quand on parle du changement climatique. Donc, la justice climatique, c'est vraiment un mouvement. Alors, quelles sont ces différentes injustices que subissent ces populations? Bon, il faut dire que les exemples sont là au Togo, mais je vais peut-être toucher du doigt quelques exemples, comme ça les gens peuvent comprendre ce qu'on appelle vraiment les injustices climatiques. Alors, toute personne devrait avoir la faculté de vivre une vie dans la dignité, d'accord? Mais la crise climatique entraîne des pertes en vies humaines, des pertes de moyens de substance, entraîne la pollution, l'inondation, la sécheresse, exposant ainsi de nombreux humains à des pénuries de nourriture, d'eau et déclenchant des déplacements et des conflits, déplacement des populations bien sûr. Donc on parle là en ce moment d'injustice climatique. Aussi, le pétrole, le gaz, la houille sont exploités pour produire de l'énergie, en l'occurrence de l'électricité. Alors quand vous regardez le sud global, c'est là où le pétrole et le gaz est plus exploité. Mais la majorité justement des populations dans le sud global n'a pas accès à l'électricité. Donc c'est aussi une injustice climatique. Et par exemple, 600 millions de personnes, soit 43% de la population africaine, n'avaient pas toujours accès à l'énergie en 2021. Donc c'est une injustice climatique. Et la crise climatique fait également obstacle au droit à une bonne santé, au droit à l'alimentation, au droit à une habitation décente,
On parle là donc d'injustice climatique. Les cyclones Idaï, Kenneth qui ont frappé l'Afrique du Sud, le Mozambique a été frappé, Namibie, Afrique du Sud ont été frappés. Et ces cyclones-là ont fait des dégâts, ont détruit les maisons, ont détruit les habitations des gens, ont détruit les champs des gens. Donc, on détruit les moyens de subsistance des gens. C'est une injustice climatique, puisque ces cyclones-là sont fréquents à cause du changement climatique. Alors, vous avez parlé de façon globale. Maintenant, qu'est-ce qui concerne particulièrement le Togo quand on parle d'injustice climatique? Oui, effectivement. Le Togo, on touche du doigt en premier lieu à l'inondation. Parce que vous voyez qu'au Togo, dans certains quartiers, quand il pleut, il y a assez d'inondations qui fait déplacer même les populations. Parce que les gens quittent leur maison pour aller ailleurs. Et des gens sont dans des locations. Et donc, parlant de location, c'est l'économie, il faut payer. Et donc, c'est un exemple que je peux donner. Et d'autres exemples, c'est la destruction des champs. Les champs de maïs et d'autres produits ont été détruits par les inondations. Et vous constatez que cette année, même depuis janvier, il y avait une chaleur extrême au Togo. Donc, c'est dû aussi au changement climatique. Et donc, ces exemples-là sont pertinents et puis sont palpables au Togo. Et donc, on peut les citer comme les injustices climatiques que les populations togolaises font face. Alors, on se demande, changement climatique, injustice climatique, à qui la faute? La faute, naturellement, vient des pays développés. C'est vrai que c'est une responsabilité partagée, mais quand vous faites le ratio, les pays du Sud global contribuent le moins au changement climatique. Donc ça a commencé à partir du moment où il y a eu le boom industriel, où les pays développés ont construit des industries et il faut animer ces industries-là, il faut de l'énergie. Et donc, ils ont découvert que le pétrole, le gaz est là où il peut produire de l'énergie. Et donc, c'est des gaz à effet de serre en quantité qui ont été envoyés dans l'atmosphère. Et ça a fait augmenter la température et ça a basculé le climat. Et donc, la grande responsabilité revient aux pays développés, aux multinationales qui sont dans l'exploitation du pétrole, de la combustible fossile. Donc, on attribue cette responsabilité-là à ces pays développés et donc aux multinationales. Alors, paraît-il que les femmes sont celles qui subissent le plus ces injustices climatiques? Est-ce vrai? Et puis, est-ce que vous avez déjà des statistiques? Non, c'est vrai que les groupes de femmes sont des groupes vulnérables, et les enfants aussi, et les filles. Donc, dire que le changement climatique affecte plus les femmes, c'est oui, c'est une affirmation. Et parce que dans le sud global, au Togo, les femmes sont, comme on dit, sont devant en termes d'agriculture. Quand vous regardez, l'agriculture familiale est conduite par les femmes. Et s'il y a inondation, ces femmes sont impactées. Même dans les foyers où les gens se déplacent parce qu'il y a inondation, les maisons doivent être libérées parce qu'il y a de l'eau. Donc c'est les femmes qui sont devant, en fait. Les femmes s'inquiètent plus du foyer. Donc elles sont devant pour protéger leurs enfants, pour protéger leurs maris. Et elles subissent le stress. Et donc elles sont plus impactées. Et une étude de la FAO a montré que les femmes sont plus vulnérables et que sur 5 personnes, il y a 4 femmes sur 5 personnes dans les populations déplacées. Donc s'il faut se déplacer d'un lieu à un autre, sur 4 personnes, il y a 4 femmes qui sont comptées. Donc ça voudrait dire que la majorité des femmes sont impactées quand on parle du changement climatique. Nina, que fait le Centre pour la justice environnementale Togo dans ce cadre? Nous sommes plus dans la recherche, dans le renforcement des capacités, dans le plaidoyer. Et donc, nous avons fait beaucoup de renforcement des capacités aux journalistes, aux organisations de la société civile, aux communautés affectées par le changement climatique. Et nous avons fait assez de recherches également
pour comprendre un peu le phénomène de l'érosion côtière, pour comprendre le phénomène de l'inondation et aussi comprendre pourquoi donc il y a toujours ce phénomène-là qui continue alors que il y a des négociations chaque année à la COP, la conférence des parties, pour réduire ou combattre le changement climatique. Donc ces études-là sont disponibles et aussi le plaidoyer. Et nous avons commencé ce plaidoyer-là avec les parlementaires dans les années 2021-2022 où on a élaboré un projet de loi pour pouvoir amener le gouvernement à ne pas aller dans l'exploitation du pétrole, puisque en 2010 la compagnie Eni a découvert une quantité exploitable de pétrole et donc nous avons commencé ce plaidoyer pour que nous ne puissions pas rentrer dans la difficulté qu'ont certains pays aujourd'hui, par exemple le Nigeria, le Ghana, où les activités de pêche sont dangereusement impactées par l'exploitation du pétrole. Alors, est-ce que depuis vos actions ont porté des fruits? Bon, on peut dire que ça a porté des fruits puisque jusqu'à présent, il n'y a pas cette exploitation de pétrole au Togo. Ça a porté des fruits parce que de plus en plus, les organisations de la société civile comprennent le concept de changement climatique et la justice climatique, et aussi le concept de la justice environnementale. Donc les communautés à la base impactées par le changement climatique sont aussi informées des effets, des impacts du changement climatique et donc sont mieux aguerries pour aller à l'adaptation. Alors, est-ce qu'il arrive où des pays portent contre ces occidentaux là pour pollution? Est-ce qu'il arrive que certains pays prennent l'initiative de porter plainte contre ces pays? Oui, bien sûr, il y a des initiatives de plainte. Et au jour d'aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup de pays qui ont porté plainte. Par exemple, la Hollande, les Pays-Bas. Il y a les Amis de la Terre Pays-Bas qui a porté plainte contre Shell. Il y a aussi les Amis de la Terre France qui, avec d'autres organisations, ont porté plainte contre Total en France en se basant sur les droits et puis les lois nationales. Et puis le Nigeria, avec les communautés, ont porté plainte contre Shell et ils ont eu gain de cause. Et puis voilà, donc il y a en tout cas beaucoup de pays et nous croyons que c'est aussi une manière d'attirer l'attention de ces multinationales, d'attirer l'attention des pays développés sur l'impact des changements climatiques et sur leur responsabilité à aider justement à lutter contre ce changement climatique. Alors, il y a un auditeur qui me demande l'utilisation excessive aujourd'hui des intrants chimiques. Est-ce que ça entre également dans l'injustice climatique? Si c'est le cas, est-ce qu'il y a des individus qui peuvent porter plainte également contre ces structures qui fabriquent ces intrants chimiques? Oui, absolument. Vous comprenez que dans le débat du changement climatique, il y a des solutions qui sont proposées. Et l'une des solutions, c'est le crédit carbone. Et pour aller dans le crédit carbone, il faut nécessairement avoir des arbres. Il faut les planter. Et quand on plante des monocultures, on utilise à outrance les produits chimiques. Et donc ces produits chimiques-là font la pollution, ou bien entraînent la pollution de l'eau, la pollution de l'air, et impactent la santé des populations. Et donc c'est une injustice climatique et on peut porter plainte. Pourquoi? Parce que si le droit à la santé le droit à la santé, le droit à un environnement sain sont bafoués, on peut porter plainte pour attirer l'attention du gouvernement sur le fait que, attention, l'utilisation de ces produits chimiques sont un danger pour la population. Alors, avant de donner la possibilité à nos auditeurs sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 71 58 58, doit-on voir dans la justice climatique le moyen de punir les pollueurs? Oui, il y a un principe, le principe de pollueur-payeur. Donc, on peut, à partir de ce principe-là, bon, pas les punir, mais les amener à payer. Donc, c'est une forme de punition, comme vous le dites.
Et donc, on peut les punir parce qu'il y a des lois nationales et puis des conventions, même la Convention cadre des Nations Unies aussi, peut amener donc, à inviter, à demander aux pollueurs de payer. Et donc, dans les négociations, c'est aussi ce qui se fait avec ces pays développés. Alors, derrière ce thème de justice climatique se cache l'idée d'une inégalité face au changement climatique à laquelle il faut remédier. Alors, doit-on, dans la justice climatique, de trouver le moyen de punir les pollueurs? C'est l'interrogation qui est la nôtre ce matin. Vous avez maintenant la possibilité sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, mais après la pause. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Devant le terme de justice climatique se cache l'idée d'une inégalité face au changement climatique à laquelle il faut remédier. Alors doit-on avoir dans la justice climatique le moyen de punir les pollueurs? C'est l'interrogation qui est la nôtre ce matin. Nous avons déjà un auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Pélé, comment allez-vous? D'accord, allez-y. Je salue notre invité. Comment doit-on parler de l'injustice climatique? Oui. Bon, tout à l'heure, notre invité parle des pollueurs pays. C'est-à-dire les pollueurs va payer. Bon, tout ça, là, je pense que c'est la raison du coup fort. Oui, c'est la raison du coup fort. Parce que je donne un exemple comme celui qui a eu son permis de port d'armes. Et que tu es puis dans le pays. Ouais. Donc tout ça là, je pense que je ne sais pas si quelque chose qu'on sent que ce n'est pas bon. Pourquoi il ne faut pas abolir ça? Pourquoi il ne faut pas supprimer ça? Ouais. Donc je ne sais pas si c'est, comment on peut dire, le mal nécessaire. C'est-à-dire la chose, c'est bien, mais ça va faire du mal. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire avec. C'est un centre. C'est un centre de dénonciation. Ils ne font que dénoncer, ils vont rien faire. Parce que quand on parle des industries et des usines, là, ça aide la population aussi. Maintenant, comment on peut les abolir? Comment on peut les faire disparaître? Je ne sais pas quel est le rôle même de leur centre. L'explication valable qu'on va nous donner, c'est pas qu'on va comprendre. C'est-à-dire le centre là va faire quoi? Il dénonce seulement ou bien il y a quelque chose qui va apporter à la population. Merci. Merci à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Derrière le thème de justice climatique se cache l'idée d'une inégalité face au changement climatique à laquelle il faut remédier. Alors, doit-on voir dans la justice climatique le moyen de punir les pollueurs? C'est l'interrogation qui nous réunit ce matin. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité, mais avant que d'autres auditeurs n'appellent, vous avez suivi notre premier auditeur Pélé qui pense que pollueur-payeur, c'est comme si c'est la raison du plus fort. Oui, effectivement. D'abord, nous avons un autre auditeur. En FM, allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Marc. Oui, Mazda du Gomé, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Allez-y, on vous écoute. Bon, il faudrait voir le numéro Le 91? Oui, j'ai appelé, on me dit que c'est éteint. Ah, peut-être c'est le... Sinon, c'est le téléphone est allumé, peut-être c'est le réseau. Ah, ok. Ok, bonjour à votre invité. Bonjour. Je vais poser deux questions. Oui, allez-y. Parce que les deux questions vont se ressembler, mais il y a une petite nuance. Premièrement, pour sortir nos pays sous-développés de la misère, il faut s'industrialiser. C'est ça l'alternative. La grande pollution de la nature vient des industries. Pour ce dilemme, il faudra dire que nos pays s'abstiennent de s'industrialiser, sachant que les pays développés n'arriveront pas de polluer. N'est-ce pas une politique de deux poids, deux mesures? Deuxième question. Est-ce que le fait de percevoir les prix des produits carbone
pense que c'est comme ça qu'on le dit. Des pays développés pourront assurer le développement, voire l'éradication de la misère des pays non encore industrialisés. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité sur nos deux numéros. Alors, on va continuer avec Pelé qui pense que pollueur-payeur, c'est comme quelqu'un qui a le permis de port d'armes, il va tuer quelqu'un et après, bon, il va aller payer. Est-ce que, n'est-ce pas la raison du plus fort? Oui, je comprends parfaitement son inquiétude et l'inquiétude est partagée. Donc, à partir du moment où on a installé le principe de pollueur-payeur, c'est pour d'abord attirer l'attention de ces pollueurs-là pour dire que attention à ce que vous faites, ce n'est pas bon et vous devez payer pour ça. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous regardez un peu ce qui se passe dans les conférences sur le climat, c'est la raison du plus fort en réalité. Mais croiser les bras et ne rien dire également, ça ne va pas aider. Le mieux, c'est de commencer par dénoncer et ensemble apporter une solution. Et c'est ce que nous faisons au Centre pour la justice environnementale Togo. Nous avons deux stratégies. La première stratégie, nous faisons le plaidoyer, nous dénonçons donc les injustices et en même temps, pour la seconde stratégie, nous accompagnons les communautés affectées dans les pratiques d'adaptation au changement climatique. Alors, Pelé qui vous demande, est-ce que vous n'avez que pour leitmotiv dénoncer ou bien vous avez au sein de votre centre, il y a également des actions contraignantes qui sont menées? Oui, donc c'est ce que je dis. Avec ces deux stratégies-là, nous dénonçons, nous accompagnons les communautés et en plus de ça, nous sommes dans une alliance, d'accord? Nous sommes dans une alliance, dans un réseau où nous dénonçons, certes, mais aussi il y a des lois qui sont là pour pouvoir attirer l'attention suffisamment des gouvernants. C'est vrai que le changement n'est pas automatique, mais ça vient à petits coups. Quand vous suivez, en tout cas sur les questions du changement climatique, quand vous suivez, c'est vrai qu'il y a un peu de changement qui vient concernant donc les solutions au changement climatique. Il y en a qui sont là, mais c'est que ce n'est pas suffisamment divulgué. Nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? Michel, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Nabil. Comment allez-vous? D'accord, allez-y, on vous écoute. Bonjour à notre invité. Bonjour, monsieur. Moi, je crois que aller loin, un instant, aller loin en disant ceux qui font la reproduction industrielle ou bien ceux qui ont de grosses industries, c'est eux qui polluent. Oui, c'est bien vrai. Mais est-ce que, regardant même chez nous, est-ce qu'il n'y a pas des actions qui polluent l'environnement chez nous? Et qu'est-ce qu'on en fait? Si vous allez à Haoutou et à Pénou, on a transformé des terres en montagne, alors qu'on a besoin de terres cultivables. Vous voyez, le pays étant essentiellement agricole. Et quand on n'avait pas les sachets plastiques, on n'allait pas au marché, on n'achetait pas. Mais quand ces sachets sont arrivés, vous voyez que ces sachets même participent aux dégâts de l'inondation. Quand le gouvernement a pris le décret d'arrêter la production de ces sachets, est-ce que ça a été fait? Voilà, donc ça veut dire que le nature a envahi totalement tout le monde, y compris ces gens dont vous appelez pollueurs-payeurs. Ils payent et après, quoi? Le problème est aujourd'hui? Non. Donc c'est pour dire tout simplement que tout est hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. En réalité, quand on veut vraiment lutter pour les hommes, il faut faire des actions qui vont dans le sens de l'amélioration de ces conditions des hommes. Vraiment, c'est désolé. Merci et bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi, Michel. Avant d'arriver aux questions et puis aux inquiétudes de Michel, Masdalido Gomé qui vous demande aujourd'hui, pour sortir du sous-développement, il faut forcément s'industrialiser alors que la pollution vient des industries. Alors, il vous demande, est-ce que selon vous, faut-il s'abstenir de s'industrialiser? Oui, merci beaucoup pour la question. C'est une grande question qui fait intervenir d'autres concepts. C'est-à-dire que pour sortir de la misère, les gens pensent au développement. Alors le concept de développement même
risque d'être redéfinie quand il s'agit de regarder autour de nous ce que nous faisons pour polluer l'environnement, ce que nous faisons pour maintenir le changement climatique. Est-ce que devons-nous évoluer dans le même rythme ou bien devons-nous évoluer au même rythme que ceux-là qui sont développés aujourd'hui, entre guillemets, quand je parle de développement, entre guillemets, parce que nous avons effectivement, des manières de se développer. Et donc, le développement doit être accompagné de la joie et de la satisfaction. Dès qu'il n'y a pas la joie et la satisfaction, donc on ne fait pas le développement. Donc, sortir de la misère, ça voudrait dire qu'on doit voir ce que nous arrange, ce qui fait que nos communautés puissent vivre en harmonie avec la nature. Que devons-nous faire? C'est ça la question qu'il faut se poser. Sinon, si déjà on se dit que le développement, c'est effectivement faire exactement ce que les autres font, alors on continue toujours par polluer, on va continuer toujours par être dans ce système de changement climatique. Et donc, nous devons réfléchir. C'est vrai qu'a priori, ça saute aux yeux, ou bien ça vient dans le cœur pour dire que c'est de l'utopie. Ça veut dire que on doit construire des industries, faire la même chose avec les autres, mais ça ne marche pas. Donc il faut évidemment qu'on réfléchisse autrement. Alors, il vous demande également de percevoir les prix des produits carbone. Est-ce que ça permettra d'éradiquer la pauvreté? Non, justement, ça ne peut pas permettre d'éradiquer la pauvreté. Bon, percevoir les crédits carbone, c'est légitimer ou bien donner plus de crédit aux pollueurs. Parce que quand vous prenez le crédit carbone, quand vous plantez des arbres et vous prenez le crédit carbone, ça veut dire que vous leur dites, allez, continuez pas à polluer, donnez-nous ces crédits carbone-là et nous ne sortirons pas de ce cercle-là. Donc c'est un cercle vicieux et on doit savoir ce que nous cherchons. Cherchons-nous à continuer dans le changement climatique ou bien nous voulons sortir du changement climatique? Donc c'est cette question-là qui est débattue chaque année pour des conférences. Et il y a quelqu'un qui l'a dit, les pays développés ne sont pas prêts pour laisser tomber parce que c'est le profit, c'est le profit qui est donc c'est le profit qui sont leurs cibles. Donc s'ils n'ont pas assez de profit, ils ne vont pas laisser tomber. Donc l'essentiel, c'est que nous, dans le sud global, plus particulièrement en Afrique, au Togo, nous devons savoir ce que nous cherchons. Alors, quand Michel pense que notre troisième auditeur qui pense qu'aujourd'hui la pollution de l'environnement, ce n'est pas seulement l'apanage des pays développés, que chez nous il a donné des exemples de certaines localités du Togo, mais avant d'aller là-bas, ok, l'auditeur est parti, l'auditeur peut nous revenir sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. La pollution de l'environnement, ce n'est pas seulement l'apanage des pays développés, il a donné l'exemple de certaines localités, et puis il a doigté également l'utilisation, la production, la commercialisation des sachets plastiques. Mais nous avons un autre auditeur en ligne. FM, allô? Bonjour. Papa Sibiti, comment allez-vous? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Voilà. Ce que je dis, je voudrais dire, c'est vous qui connaissez ce qui se passe. Et vous savez ce que la population attend. C'est l'amélioration de cette condition. Vous savez, quand il commence à poser le dire, c'est à mon pays. Ça va pas marcher. Parce que là, vous direz, voilà ce que les. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Papa Sibiti. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. On peut prendre encore un auditeur. Alors, par rapport à la question de Michel. Oui, donc justement, ce que nous disons, ce n'est pas que les pays en voie de développement, ou bien le Togo, ou bien le Ghana, ne contribuent pas. Ces pays-là contribuent, mais pas à la hauteur des pays développés. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une question de responsabilité partagée. Mais nous mettons plus l'accent sur les pays développés parce que c'est eux qui contribuent le plus, parce que c'est eux qui émettent plus de gaz à effet de serre. Mais ça n'empêche pas que le Togo puisse contribuer à la lutte contre le changement climatique. Et donc,
les questions de sachets plastiques, la pollution de l'environnement, les déchets un peu partout, oui, on doit combattre cela au Togo également. Et c'est aussi le cahier de charge de certaines organisations. Quand vous regardez dans la zone portuaire où les deux cimenteries se font face, il y a assez de pollution. Même les cimenteries contribuent aussi à l'émission des gaz à effet de serre, parce que calciner le calcaire et tout ça pour que ça devienne le ciment, ça contribue à l'émission de gaz à effet de serre. Donc, on doit pouvoir trouver des solutions pour pouvoir régler ce problème-là. Et justement, le ministère de l'Environnement est dans cette dynamique où les communications sur les changements climatiques sont envoyées, même les contributions nationales déterminées. Je crois que c'est des stratégies qui sont mises en place pour justement arriver à combattre le changement climatique. Alors, oui, allez-y. Mais n'empêche, il faut que les organisations de société civile, même la population, puissent s'organiser, à d'abord nettoyer chez soi, parce que c'est important. Le gouvernement ne viendra pas tout faire, mais le changement que nous voulons voir doit commencer par nous-mêmes. Donc, c'est dans ce sens-là. Et au-delà de ça, on demande aussi au gouvernement de voir dans quelle mesure aménuiser les pollutions faites par certaines industries, les cimenteries, les industries de beauté, etc. Et aussi comment gérer les déchets, c'est important pour que le gouvernement puisse aussi avoir un œil regardant sur la gestion de ces déchets industriels. Alors, Papa Sibiti qui pense qu'aujourd'hui, c'est l'amélioration des conditions de vie qui compte, mais nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Bonjour, Norbert. Monsieur Garo, bonjour. Oui, bonjour à notre invité. Bonjour, monsieur. Mais il paraît que les pays pollueurs, l'Europe donne de l'argent aux Africains, mais où vont l'argent à la Santa? Pour nous expliquer tout de l'argent à la Santa. Merci. Merci beaucoup à monsieur Garo. Alors, pollueurs, payeurs, les fonds qui sont perçus vont... Est-ce que vous avez une idée, monsieur Konjo? Alors, bon, c'est vrai que ce sont des projets bilatéraux. C'est à travers des projets bilatéraux que certains pays reçoivent ou bien perçoivent de l'argent pour pouvoir exécuter des projets. Oui, les projets sont exécutés, mais est-ce que ce sont des vrais projets pour améliorer les conditions de vie des populations? C'est la question qu'il faut se poser. Sinon, les promesses faites par les pays développés, ces promesses-là ne sont pas vraiment réalisées. Donc, c'est aussi un problème pour ces pays développés et le double de problèmes pour les pays sous-développés, en fait, pour les pays en voie de développement. Donc, c'est que l'argent circule, mais c'est le bon projet qu'il faut cibler. Par exemple, moi particulièrement, je dénonce les projets liés à la plantation d'arbres pour les crédits carbone. Parce que ça ne fait pas du bien aux communautés. Il faut les déplacer pour avoir un espace de terre pour planter les arbres. Il faut déplacer ces communautés-là. Et il faut aussi utiliser des intrants comme des produits chimiques et tout, et ça pollue l'environnement. Donc moi particulièrement, je ne suis pas d'accord pour ces projets-là. Il faut peut-être investir dans des projets comme l'agroécologie, la gestion communautaire des forêts, où il faut prendre en compte les connaissances endogènes, traditionnelles des communautés qui savent gérer leur forêt. Donc je crois que ce sont ces projets-là qu'il faut véritablement financer. Alors, est-ce que vous, au niveau du Centre pour la justice environnementale, est-ce que vous émettez, vous parlez de ces choses dans vos conférences? Oui, absolument. Dès que nous dénonçons ou parlons du changement climatique, nous proposons également aussi des solutions réelles au changement climatique. Comme je le disais, ils sont l'agroécologie, l'agriculture familiale, qui sont la gestion communautaire des forêts, où il faut amener les gens à comprendre. Et aussi, nous sommes en train de rentrer dans la dynamique d'amener les communautés à développer leurs règles, des règles communautaires, c'est-à-dire des protocoles bioculturels qui permettront à ces communautés de bien gérer leurs ressources naturelles, de bien gérer les forêts et aussi d'avoir un œil regardant sur leur patrimoine. Et c'est très important. Important également pour que le gouvernement puisse prendre en compte
ces connaissances de ces communautés, des connaissances endogènes et traditionnelles dans la gestion des forêts, dans la gestion des ressources naturelles. Alors, la question de Papa Sibiti qui va rejoindre pratiquement la mienne. Maintenant, devant cette situation, que faire pour remédier? Oui, nous devons continuer toujours par sensibiliser parce que, vous savez, il y a certains qui continuent toujours par dire qu'il n'y a pas de changement climatique. Et parce qu'ils n'ont pas... Ils ne font pas face à ces impacts-là, donc ils se disent qu'il n'y a pas de changement climatique. On doit continuer toujours par informer, renforcer les capacités des gens sur ces questions et les amener à s'approprier le concept, surtout à s'approprier le concept des solutions réelles. Si vous permettez, nous prenons le tour des nids auditeurs. Nana FM, allô? Allô? Oui. Allô? L'auditeur est toujours là? Il est parti, d'accord. Alors, oui, continue. Donc je disais qu'il est important de mettre l'accent aussi sur les concepts liés aux solutions réelles, durables. Et donc, c'est l'agroécologie. Il faut qu'on mette l'argent dans les pratiques agroécologiques, qu'on mette l'argent dans les pratiques de l'agriculture familiale et qu'on mette l'argent dans la gestion communautaire des forêts. Parce que ce qui se passe aujourd'hui dans nos pays en voie de développement, c'est des projets de REDD+. Et ces projets de REDD+, des fois, ne mettent pas en contribution les communautés. Et donc, il est important que nous puissions continuer la sensibilisation sur ces réelles solutions qui sont donc l'agroécologie, comme je l'ai dit, la gestion communautaire des forêts et l'agriculture familiale. Mais laquelle doit être la responsabilité des populations? Les populations doivent comprendre que certaines choses doivent venir d'elles. Par exemple, la gestion des déchets, c'est-à-dire que ne pas jeter les déchets n'importe comment et n'importe où. Il faut mettre propre, en tout cas, sa devanture et s'associer avec les communes pour que les directives données par les communes soient respectées pour la propriété et aussi demander à chacun et à chacune d'être en alerte en termes de lutte contre le changement climatique. Et aussi, je crois qu'un auditeur l'a dit, les sachets plastiques. Il y en a qui sortent de la maison pour aller acheter. Ils sortent de la maison sans sac et sans assiette. Ils achètent dans le sachet plastique et reviennent. Donc ce comportement-là, on doit les éviter, on doit les changer pour qu'on sorte du cercle de sachets plastiques. Donc il y a d'autres comportements qu'on doit laisser tomber pour véritablement lutter contre le changement climatique. Alors si vous avez un message à l'endroit de ces populations en guise de mot de fin. Voilà, donc pour les populations, surtout les populations côtières, je crois qu'il faut qu'ils soient en association, qu'ils construisent un mouvement pour pouvoir s'informer, pour pouvoir lutter contre l'érosion côtière, faire le plaidoyer à l'endroit des gouvernements pour que véritablement on puisse arrêter l'avancée de la mer et aussi faire le plaidoyer au niveau des industries qui polluent la mer parce que ce sont des pêcheurs. Et nous invitons donc ces industries-là à coopérer et à éviter de polluer la mer pour que les activités de pêche continuent normalement. Nous disons merci à M. Kwame Kondjo, il est directeur du Centre pour la justice environnementale Togo. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute au débat de Nana FM. Merci également à Stan Teko qui a assuré la mise en onde. Je m'appelle Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.